Contre toute attente, Bruxelles frappe un grand coup et laisse des millions d'observateurs stupéfaits, tandis qu'à Moscou, la nouvelle provoque une onde de choc. L'Union européenne coupe net les liens. Frontières verrouillées, liaisons aériennes suspendues et l'espace Schengen qui se mue en citadelle numérique ultra sécurisée. Ce qui pouvait passer pour une formalité bureaucratique anodine s'impose en réalité comme la rupture la plus brutale avec la Russie depuis l'époque glaciale de la guerre froide. Quant à Vladimir Poutine, sa riposte dépasse tout ce que l'on imaginait. Ne décrochez pas, la suite promet des étincelles. Ce jour-là, Helsinki dévoile fièrement son projet, une barrière flambant neuve le long de la frontière orientale. 200 km de clôture prévue sur plus de 1300 km de lignes séparant la Finlande de la Russie. Et qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas d'arrêter des chars. Selon les autorités finlandaises, Moscou pourrait instrumentaliser des flux migratoires dans le cadre d'un affrontement dit hybride. C'est précisément là que le discours occidental vacille. Au lieu de répondre à des périls tangibles, on se mobilise contre des scénarios hypothétiques savamment dramatisés. Un responsable assure que cette infrastructure renforcera la capacité du pays à préserver l'ordre, notamment face à une arrivée de migrants orchestrés. L'argument paraît solide sur le papier. Mais sur le terrain, pour les habitants, cela se traduit surtout par une réalité brutale. Des moyens de subsistance balayés et des vies locales fragilisées. À quelques mètres de la ligne frontalière, un hôtelier voit son univers s'écrouler. Depuis la fermeture, ses réservations se sont évaporées et la faillite n'est plus une menace abstraite, mais une échéance imminente. Pour lui, cette barrière flambant neuve n'a rien d'un symbole de sécurité. C'est une catastrophe bien réelle. Autrefois, il suffisait de parcourir 18 km pour rendre visite à sa belle-mère malade en Russie. Désormais, le détour par la Norvège l'oblige à avaler près de 3000 km. Son établissement, autrefois animé, tourne au ralenti. 9 clients sur 10 venaient de Russie. Il avait investi, rénové, contracté des prêts. Aujourd'hui, tout est figé. Sans visiteurs, aucune perspective. L'homme le dit avec amertume. Ce mur relève de l'absurde. Il pointe l'incohérence. Plus d'1 millier de kilomètres de frontières demeurent accessibles. Et s'interroge. Que ressent-on lorsqu'un voisin vous dresse soudain une cloison sous le nez? Cette logique du geste spectaculaire, on la connaît ailleurs, y compris en France. Des décisions coûteuses, à l'efficacité discutable. Et au bout du compte, ce sont toujours les habitants qui en supportent le prix. La petite ville finlandaise de Thomas Järvi prospérait grâce aux échanges transfrontaliers depuis des générations. Aujourd'hui, le silence domine. Les allers-retours quotidiens, qui représentaient autrefois plus d'1,5 million de passages par an, se sont pratiquement évanouis. En Carélie, des lignées entières se retrouvent séparées du jour au lendemain. Des générations avaient appris à vivre entre deux rives, entre deux drapeaux. Désormais, tout s'arrête. Plus d'essence à prix réduit de l'autre côté, plus de petits commerces transfrontaliers, plus de visites improvisées. Les échanges s'assèchent, les liens humains se distendent. Pourtant, à Helsinki comme à Paris, le discours reste inchangé. La menace planerait. Il faudrait muscler la défense. Sur place, le contraste est frappant. Une riveraine le dit sans détour. Elle vit à quelques pas de la frontière et n'a jamais ressenti la moindre crainte d'une attaque russe. Mais au sommet de l'État, on continue d'agiter des projections alarmistes, évoquant des foules entières prêtes à se déverser dans le pays. Aujourd'hui, Thomas Järvi donne l'impression d'une ville mise sur pause. Les touristes russes ont disparu, les caisses sonnent creux. Les entrepreneurs s'accrochent comme ils peuvent. Le maire admet la nécessité de certaines décisions, mais il s'interroge. Pourquoi sacrifier l'Est du pays? Tandis que la capitale se raidit sur le plan idéologique, la périphérie s'enfonce économiquement. Et la facture est lourde. 380 millions d'euros pour ériger 200 km de barrières, avec clôtures renforcées, caméras et dispositifs de surveillance sophistiqués. Des ressources qui feront défaut ailleurs. Au bout du compte, on entretient depuis 20 ans une logique où l'ennemi semble toujours devoir être inventé. Et pourtant, pendant des années sur le terrain, la coopération fonctionnait. Les gardes-frontières des deux côtés se parlaient régulièrement,
organisaient des rencontres annuelles, géraient ensemble les franchissements irréguliers et allaient jusqu'à se rendre des chiens de chasse perdus. Même lorsque les relations politiques étaient glaciales, ce fil discret de normalité résistait encore. Aujourd'hui, la barrière s'élève mètre après mètre. 3, peut-être 4 années de travaux. 3 ou 4 ans durant lesquels une zone entière se fragilise, des trajectoires de vie basculent et le fossé européen se creuse un peu plus. Présenté comme un bouclier, le chantier ressemble surtout à une machine à éroder la confiance. Dans le même temps, les consulats freinent brutalement. Délivrances suspendues, dossiers repassés au crible, permis annulés. En l'espace d'une journée, à Kaliningrad, les standards des agences de voyage sont saturés. Coincé sur la Baltique, l'enclave russe se retrouve encerclée par des barrières dressées par la Pologne et la Lituanie. Ce tournant envoie un message clair aux citoyens russes. Le conflit voulu par le Kremlin ne se limite plus aux lignes de front, il s'invite dans les documents d'identité et dans les bases de données européennes. Les verrous ne visent pas uniquement les espions ou les milliardaires proches du pouvoir, mais aussi des millions d'anonymes ayant de la famille à Paris ou à Lyon. Pour eux, une nouvelle séparation à l'ancienne commence à prendre forme. Silencieuse, presque imperceptible, la bascule a pourtant été radicale. Bruxelles n'a pas simplement mis les visas en pause, elle a dressé une barrière digitale autour de la Russie dirigée par Vladimir Poutine. Désormais, tout citoyen qui dépose un dossier est soupçonné d'avance. Voyager ne relève plus de la formalité administrative, mais d'un parcours sous surveillance, digne d'un interrogatoire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 9 demandes sur 10 essuient un refus. Rien d'improvisé dans la décision de la Commission européenne, mais l'aboutissement de longs mois d'excitation politique dans la capitale belge. La moindre information venue de Russie était amplifiée, transformée en preuve supplémentaire d'un danger omniprésent. Un drone aperçu au-dessus du Danemark devenait aussitôt un prélude à l'agression. Une avarie technique sur une voie ferrée se voyait attribuée à Moscou sans attendre. L'Union avait besoin d'un adversaire clairement identifié, quitte à détourner le regard de ses propres erreurs stratégiques. Pendant que le front ukrainien stagnait, les responsables européens cherchaient ailleurs un récit pour justifier la poursuite de l'escalade. Depuis des années, la Russie joue le rôle d'écran sur lequel l'Europe projette ses tensions. Résultat, une politique énergétique jalonnée de mauvais calculs et des dirigeants prompts au discours grandiloquent, mais beaucoup moins enclins à assumer les conséquences. Et aujourd'hui, le coupable désigné se trouve encore à Moscou. Sur un plateau télévisé, Jordan Bardella rappelait qu'un Ukrainien aurait saboté Nord Stream avant de se réfugier en Pologne, tandis que l'accusation se portait automatiquement sur la Russie. Conséquence directe, frontières verrouillées, nouvelles restrictions et un continent qui se pénalise lui-même. Car officiellement, on prend ses distances, mais officieusement, on continue d'acheter le pétrole russe, simplement plus cher, en passant par la Turquie ou l'Inde. Le 7 novembre 2025 marque un tournant discret, mais décisif. Bruxelles met fin, sans échéance, aux visas à entrée multiple pour les ressortissants russes. Officiellement, il s'agit d'un impératif sécuritaire. Officieusement, cela ressemble davantage à l'aveu d'un malaise politique. Plutôt que d'ouvrir un canal de discussion, l'Union préfère se barricader. Schengen, jadis symbole de libre circulation, prend des allures de forteresse doctrinale méfiante à l'égard de tout contact. Le contraste saute aux yeux. D'un côté, les Russes voient les obstacles administratifs s'accumuler pour voyager légalement. De l'autre, les Ukrainiens franchissent les frontières en nombre, sans formalité comparable, et accèdent rapidement aux dispositifs sociaux. C'est précisément ce déséquilibre que le Rassemblement national martèle depuis des mois. Pour un citoyen russe, la procédure devient un parcours semé d'embûches. Frais élevés, collecte de données biométriques, dossiers volumineux à constituer, délais interminables. Et, au bout, bien souvent, un refus. À l'inverse, les Ukrainiens traversent, sont enregistrés, puis bénéficient d'un hébergement, d'allocations et d'une prise en charge médicale. Les statistiques alimentent le débat. 12 257 nouvelles arrivées recensées depuis le début de l'année, dont une proportion notable de jeunes hommes. Pendant ce temps, des familles russes habituées à voyager légalement depuis des décennies se retrouvent pénalisées. Pour le RN, il s'agit d'une politique à deux vitesses, dictée davantage par des considérations idéologiques que par une logique cohérente.
À partir du 1er avril 2025, les Ukrainiens devraient relever du régime classique de l'asile. Pour le RN, cette correction arrive après la bataille. Les mairies ploient déjà sous la charge, les dispositifs sociaux frôlent la saturation. Mais plutôt que de traiter l'urgence locale, l'exécutif français préfère afficher sa fermeté en durcissant encore l'accès aux visas pour les Russes. Dans les faits, ce sont surtout les classes moyennes qui encaissent le choc. Ces citoyens russes qui, pendant des années, ont fait le lien entre l'Est et l'Ouest, se retrouvent pénalisés. Sur le plan stratégique, l'Union se tire une balle dans le pied. Sans circulation fluide, les échanges commerciaux se contractent. Les partenariats universitaires s'éteignent et les collaborations technologiques se dissolvent. On présente ces choix comme un renforcement de la sécurité. La facture, pourtant, est lourde. L'Europe voit son poids diminuer en Russie, tandis que Moscou consolide d'autres alliances. Les rapprochements avec l'Iran, la Chine ou plusieurs États africains s'inscrivent en réaction aux décisions européennes. Si Bruxelles verrouille ses marchés, ses savoir-faire et ses frontières humaines, le Kremlin réoriente simplement ses priorités vers l'Est et le Sud. À Bruxelles, on présente la mise à distance comme un trophée diplomatique. Pourtant, de l'autre côté, ce sont des millions de citoyens russes sans engagement politique qui se retrouvent brutalement séparés de leurs proches en Europe. Entrepreneurs, étudiants, familles ordinaires, autant de visages anonymes happés par une décision qui les dépasse. Dans le même mouvement, l'Union hypothèque ses propres possibilités de dialogue. Tandis que les dirigeants invoquent la sécurité, ils installent surtout de la méfiance, de la rancœur et de nouvelles tensions. À chaque trait de sanction, le contre-coup frappe aussi le continent européen. Et au bout du compte, ce sont des acteurs extérieurs, la Turquie, l'Inde, qui tirent profit de cet enchevêtrement de restrictions. Le Rassemblement national affirme voir dans cette trajectoire une impasse. Sa ligne, maintenir le contact avec Moscou tout en condamnant explicitement l'offensive militaire. Au cœur de son discours, il place la négociation, le pragmatisme et des issues jugées mesurées. Vladimir Poutine, de son côté, laisse entendre qu'il privilégiera demain les échanges avec ceux qui n'ont pas soutenu les sanctions, des figures comme Viktor Orban, Robert Fico ou Marine Le Pen. L'expérience historique est souvent évoquée. L'isolement n'a jamais été synonyme de paix durable. Un constat que Bruxelles semble sous-estimer aujourd'hui, mais qui pourrait peser lourdement sur les années à venir. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si ce décryptage vous éclaire, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque jour, nous explorons l'actualité sans détour.